Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce vendredi. La question de la qualification et de la modernisation de la formation professionnelle au centre d'une séance de travail présidée hier par Sa Majesté le Roi au Palais Royal de Rabat. À cette occasion, le chef du gouvernement a présenté un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur la formation et l'emploi. Célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Sa Majesté le Roi président du comité Al-Quds a adressé hier un message au président du comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. L'élan de solidarité se poursuit sur haute instruction royale pour prêter assistance aux populations des zones impactées par le froid hivernal. Dans un instant, reportage à l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Antougou, province de Médine. Une pluie de stars à la 17e édition du Festival international du film de Marrakech. Du beau monde sur le tapis rouge. L'événement s'ouvre ce soir avec au programme 14 films en lice que le jury présidé par le cinéaste américain James Gray va départager. À la une donc, le suivi de la question de qualification et la modernisation du secteur de la formation professionnelle qui est au centre d'une séance de travail présidée hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Lors de cette séance, le chef du gouvernement a présenté au souverain le projet du programme en question élaboré par le gouvernement sur la base des hautes orientations royales. Mohamed El-Ishkar. Au début de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est interrogé sur l'avancement de l'exécution du plan d'accélération industrielle de la région Souss-Massa, plan dont le lancement a été présidé par le souverain le 28 janvier de cette année 2018 à Agadir et qui constitue le prélude pour la mise en œuvre régionale de la stratégie industrielle nationale. À cet égard, Sa Majesté le Roi a attiré l'attention sur le retard accusé par ce plan qui n'a enregistré aucune avancée depuis son lancement, appelant le département concerné à redoubler d'efforts et à assumer ses responsabilités, en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les délais impartis. Lors de cette séance, le chef du gouvernement a présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le projet du programme de qualification de l'offre de formation professionnelle élaboré par le gouvernement sur la base des hautes orientations royales. Après avoir pris connaissance des composantes de ce programme, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis l'accent sur la nécessité de se pencher sur certaines lacunes qui le caractérisent et sur la question de maîtrise des sources et des mécanismes de son financement, réaffirmant que la promotion future de ce secteur doit être réalisée dans le cadre d'une vision complémentaire de réforme du système de la formation professionnelle, en tirant profit des expériences internationales réussies en la matière, particulièrement l'adoption de l'alternance entre la formation théorique et les stages au sein des entreprises. Par la suite, le chef du gouvernement a présenté un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur la formation et l'emploi, en vue d'assurer les conditions nécessaires à la réussite de cette importante rencontre nationale et d'en faire une occasion idoine pour réaliser un saut qualitatif et fondamental dans la corrélation entre formation et emploi. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a convenu avec le chef du gouvernement du report de ce forum à une date ultérieure. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à la nécessité de prendre en considération l'agriculture en tant que gisement d'emploi et d'intégrer la dimension territoriale tout en tenant compte des spécificités et des potentialités de chaque région. La communauté internationale célèbre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a adressé hier un message au président du comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Nyong. Message dans lequel le souverain souligne que le défi majeur pour la communauté internationale est de trouver le moyen de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne. Soad Anachet. Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, assure joindre sa voix à celle de l'Organisation des Nations Unies dans le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient n'a eu de cesse de signaler avec force l'effondrement de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en raison du maintien du blocus responsable de la détérioration des indicateurs socio-économiques, mettant en garde qu'une telle situation, je cite, pourrait accentuer la violence et les antagonismes, saper les espoirs de paix, anéantir les chances
l'établissement d'un État palestinien indépendant et pleinement souverain. Et Sa Majesté le Roi de souligner que face aux obstacles, aux défis qui empêchent la jouissance par le peuple palestinien de ses droits justes et légitimes, nous devons, je cite, en tant que communauté internationale, garder espoir et continuer à œuvrer sans relâche jusqu'à ce qu'il recouvre ses droits en mettant en place à l'intérieur des frontières du 4 juin les fondements d'un État indépendant qui aura Jérusalem-Est pour capitale et garantissant le droit au retour des réfugiés palestiniens conformément à la résolution 194 des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe. Sa Majesté le Roi relève toutefois qu'on ne peut parler des défis auxquels est confrontée la question palestinienne sans évoquer l'état de division qui sévit toujours dans le camp palestinien, soulignant que le Royaume du Maroc, soucieux de préserver l'unité palestinienne, s'est fait un devoir d'appeler à la nécessité de mettre un terme aux dissensions actuelles et plaider en faveur d'un engagement ferme et sincère à former un gouvernement d'union nationale apte à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien et servir d'interlocuteur unique et pleinement crédible aux yeux de la communauté internationale. Le Maroc, conscient des conditions difficiles endurées par la population palestinienne à Gaza, ne ménage aucun effort pour lui venir en aide dans le cadre de la politique de solidarité qui constitue un pilier essentiel de la politique extérieure du Royaume, insiste le message, rappelant dans ce sens la mise en place de 2 ponts aériens, l'un en 2009 et l'autre en 2014, pour l'acheminement d'aide médicale et alimentaire à l'intention de cette population. Le souverain a également rappelé le déploiement dans la bande de Gaza d'un hôpital de campagne relevant des forces armées royales, offrant de multiples spécialités, notamment en pédiatrie, en orthopédie, en gastro-entérologie, en ophtalmologie et en otorhinolaryngologie. Le message rappelle également que ces initiatives en faveur de nos frères palestiniens s'inscrivent dans le prolongement de l'action constante que nous menons en qualité de président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, en conjuguant une démarche politique et un travail diplomatique, tant au niveau bilatéral qu'au sein des instances internationales. À travers aussi l'action menée sur le terrain par l'agence Beit Mal Quds Al-Sharif, qui représente l'organe exécutif et opérationnel du comité Al-Quds pour la réalisation de projets tangibles dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation au bénéfice des populations de la ville sainte d'Al-Quds. Le souverain a noté que l'attachement des Marocains à la Palestine et particulièrement à Jérusalem est l'expression d'un lien affectif séculaire qui plonge profondément ses racines dans leur imaginaire individuel et collectif. Et d'ajouter que la question de la Palestine et de Jérusalem se trouve toujours au cœur de ses préoccupations, en ce sens qu'il s'agit d'un engagement responsable en faveur d'une cause juste et légitime qui se trouve au cœur du conflit au Moyen-Orient, de par la conviction de la nécessité d'instaurer une paix juste, globale et durable sur la base de la solution à 2 États. Et le contenu de ce message royal a été fortement salué par le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Issesco Abdelaziz Athman Atouijri, pour qui le message de Sa Majesté le Roi intervient à point nommé et coïncide avec l'adoption lors de la conférence islamique extraordinaire des ministres de la culture d'un programme d'action visant le renforcement de l'action islamique et internationale en vue de protéger le patrimoine culturel et civilisationnel d'Al-Quds Al-Sharif. À New York, les Nations Unies ont réitéré lors du point de presse quotidien du porte-parole du secrétaire général de l'ONU être favorable à un dialogue renforcé entre Rabat et Alger. Il s'agit de la 2e déclaration du porte-parole du secrétaire général de l'ONU sur l'importance de l'amorce d'un dialogue soutenu entre le Maroc et l'Algérie, et ce, suite au discours que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait prononcé à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte et dans lequel le souverain a fait part de la disposition du Maroc à entamer un dialogue direct et franc avec l'Algérie. Des prestations de santé au plus près des populations impactées par le froid hivernal. L'élan de solidarité se poursuit à l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé par le service de santé des forces armées royales à Anfgo dans la province de Midelt et qui poursuit depuis 3 jours ses prestations médicales au profit de la population des villages et communes avoisinantes. Cet hôpital médico-chirurgical est mis en place sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, à l'instar d'un hôpital similaire à Wawizert, à Zilal. Ahmed El-Fadli, Sekaria Mouqim Billah. Niché dans les contreforts du Moyen Atlas,
Le village d'Enfgou connaît de fortes chutes de neige depuis quelques semaines. Chaque année, en cette période, les habitants sont confrontés au froid et à l'isolement. Le déploiement de l'hôpital médico-chirurgical de campagne est une aubaine pour les populations. Des prestations médicales sont prodiguées dans le but de rapprocher les soins médicaux des habitants de la région et leur épargner de se déplacer pour en bénéficier. J'ai bénéficié d'une consultation médicale. Que Dieu glorifie Sa Majesté le Roi. Je vais pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale. J'espère que tout ira bien. Nous avions fort besoin de cet hôpital. Le personnel médical nous est d'un grand secours. L'hôpital est doté d'un staff médical multidisciplinaire composé de 18 médecins qui assurent des prestations dans plusieurs spécialités, en plus de 19 infirmiers et pharmaciens. L'objectif est d'assurer une cadence soutenue en matière de prestations médicales et de rapprocher les soins de santé des citoyens. Les spécialités dont on dispose, il y a la chirurgie viscérale, il y a la chirurgie ORL, la chirurgie ophtalmo, la gynécologie, la pédiatrie, la médecine interne et la chirurgie dentaire. Parmi les maladies les plus fréquentes, c'est surtout les maladies respiratoires et les maladies de la sphère ORL. Par ailleurs, le gynécologue et le pédiatre voient suffisamment de malades. C'est sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que le service de santé des phares a déployé 2 hôpitaux de campagne, l'un à Wawizert dans la province d'Azilal et celui-ci à Enfgou dans la province de Midels. Une séance de travail élargie à Rabat entre le chef du gouvernement et son homologue bulgare en visite dans le royaume. Lors d'un point de presse à l'issue de cette séance, les 2 responsables ont souligné que cette visite est fructueuse car elle permettra de renforcer la coopération, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale. Sadil Atmani a salué le soutien apporté par la Bulgarie pour les efforts du Maroc au sein de l'Union européenne. Notons que la prochaine réunion de la commission mixte entre les 2 pays constituera une occasion pour institutionnaliser leurs relations à travers la création d'un dispositif de consultation permanent avec les représentations bulgares au sein de l'UE. Se communiquer à présent au sujet de la révision annuelle de la liste normale des listes électorales générales. Le délai pour présenter les demandes d'inscription, de transfert d'inscription sur ces listes électorales prendra fin le 31 décembre prochain. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les citoyennes et citoyens non inscrits sur ces listes répondant aux conditions légales requises et qui sont âgés d'au moins 18 ans ou atteindre cet âge le 31 mars 2019 peuvent adresser leur demande d'inscription directement auprès des bureaux administratifs compétents ou via le site électronique www.listeelectorale.ma. Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales actuelles peuvent aussi vérifier leurs données sur ces listes en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727. À la une de l'actualité étrangère, le processus d'Astana qui réunit la Russie, l'Iran et la Turquie sur le conflit en Syrie est toujours dans l'impasse. Il achoppe sur de nombreux désaccords, dont l'élaboration d'une nouvelle constitution pour le pays. Une nouvelle rencontre à Astana, la capitale kazakh, s'est achevée hier sans progrès tangible au sujet du projet de mise en place d'un comité constitutionnel. L'envoyé spécial des Nations Unies, Stéphane de Mistura, évoque une nouvelle occasion ratée. Le processus d'Astana lancé par Moscou début 2017 a éclipsé les autres discussions sur la Syrie à Genève sous l'égide de l'ONU. Les tensions entre Kiev et Moscou montent d'un cran. L'Ukraine a pris des mesures pour limiter l'accès des hommes russes à son territoire. Le chef des gardes frontières ukrainiennes, Petro Tsigila, a annoncé que l'accès à l'Ukraine serait désormais limité pour les étrangers, en premier lieu pour les citoyens de la Fédération de Russie âgés de 16 à 60 ans de sexe masculin. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a condamné tout de suite ce geste. Elle a laissé entendre que son pays ne prendrait pas de mesures en réciprocité, sous peine que la situation ne dégénère en folie et en effondrement. Et justement, cette crise est au centre des discussions au sommet du G20 à Buenos Aires. Une atmosphère électrique dès l'ouverture de ce conclave qui se tient pour la première fois en Argentine. Le président américain fait de son côté monter la pression en annulant sa rencontre avec son homologue russe.
Ce sommet de 2 jours réunit les chefs d'État et de gouvernement des 20 premières puissances mondiales de la planète. L'objectif étant de se concerter autour des questions économiques. Toujours plus de sensibilisation au programme de la nouvelle campagne nationale de lutte contre le sida pour remettre la lumière sur une maladie toujours incurable. Au Maroc, environ 200 000 personnes sont atteintes du VIH. 28% de cette population ignore qu'ils sont porteurs du virus. La nouvelle campagne de dépistage est lancée ce matin en présence du ministre de la Santé et de l'actrice égyptienne Yousra, ambassadrice de bonne volonté de l'ONU SIDA pour la région MENA. Cette année, l'opération vise en priorité les femmes enceintes en vue de prévenir les cas de transmission du VIH de la mère à l'enfant, mais aussi les jeunes et les populations les plus exposées ou vulnérables à la maladie. Chez nous, 990 nouvelles infections sont enregistrées chaque année. Selon le ministère de la Santé, le nombre de décès s'élève à 480 par an. Autre constat qui est souci plus inquiétant, c'est que le virus touche de plus en plus les jeunes, d'où l'importance de freiner la transmission du virus par l'intensification des campagnes de dépistage, comme nous l'explique le professeur Hakima Himmish, présidente fondatrice de l'association de lutte contre le sida. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous voulons mettre fin au sida en 2030. Pour cela, il y a 3 conditions. La première, c'est que toute personne qui est séropositive aille faire le test. Or, il y a encore 30% de Marocains qui ne le savent pas. Pour qu'ils aillent faire le test, il ne faut pas qu'il y ait discrimination. Il ne faut pas qu'il y ait stigmatisation. Parce que sinon, ils ne vont pas aller se faire dépister de peur d'être stigmatisés. Donc, il faut qu'on lutte contre cette stigmatisation. Le Cameroun éliminé de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019. La décision émane du comité exécutif de la CAF réuni aujourd'hui dans la capitale ghanéenne Accra. Une décision motivée par les recommandations du dernier rapport de la 4e commission d'inspection de la CAF qui avait visité durant ce mois le pays et qui atteste que les stades qui abriteront la CAN ne seraient pas prêts à temps. La CAF a décidé d'accorder un délai de 21 jours aux pays désireux d'organiser la prochaine CAN. On reste à Accra où 6 joueurs marocains ont été nominés parmi une liste de 34 footballeurs pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2018 dans le cadre de la CAF Awards. Il s'agit des internationaux Mahdi Ben Attia, Hakim Ziyech, Ayoub El Kaabi, Smaïl Haddad, Mahmoud Ben Halib et Ashraf Hakimi. Quant à l'entraîneur de l'équipe nationale Hervé Renard, eh bien, il est nominé dans la catégorie meilleur entraîneur et équipe homme aux côtés de Juan Carlos Garrido du Raja et de Rachid Taussi de l'US Sétif. Une pluie de stars illumine la Cité Ocre. La 17e édition du Festival international du film de Marrakech s'annonce exceptionnelle. Du beau monde sur le tapis rouge, 14 films en lice qui seront départagés par un jury présidé par le grand cinéaste américain James Gray et une série d'hommages à des icônes du grand écran mondial, Robert De Niro, Agnès Varda et bien d'autres. Notre envoyé spécial au FIFM, Nisreen Afdar, nous en donne un avant-goût peu avant l'ouverture de cette grand-messe du cinéma. Plus que quelques minutes avant le grand soir, tout le monde est mobilisé pour régler les tout petits derniers détails. Du tapis rouge à la salle qui abritera la grande cérémonie d'ouverture officielle, en passant par les coulisses, la concentration est maximale pour réussir cet événement qui mixe harmonieusement stars, palmes et paillettes. Le festival a promis un retour en force. C'est désormais chose faite. Cette 17e édition aspire à promouvoir le cinéma marocain. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. D'abord, on a une section spéciale que l'on appelle Panorama du cinéma marocain, qui est faite surtout pour montrer les meilleurs films marocains, en tout cas ceux qui ont été sélectionnés à nos invités étrangers, que ce soit les sélectionneurs des autres festivals qui sont invités à Marrakech, mais également les distributeurs internationaux. Tous ceux qui viennent à Marrakech veulent voir du film marocain, donc on a une sélection de 7 films marocains pour eux. En tout, on présente 12 films marocains cette année. Place à une année haute en couleurs, avec la présence de grands noms du cinéma international, avec comme guest star le légendaire Robert De Niro et des acteurs et actrices venus des 4 coins du monde. Je viens de Serbie pour prendre part à cette grand-messe du 7e art. J'en suis tellement fière et honorée.
Le festival s'ouvre donc ce soir avec un nouveau regard et un jury très cosmopolite présidé par le réalisateur américain James Gray qui devra départager les 14 films en compétition officielle. Cette 17e édition du film sera également marquée par la projection de 80 films représentant 29 pays. Des films qui seront projetés dans les différentes salles de cinéma de la ville ocre, mais également sur la place mythique de Jemaa el-Fna. En tout cas, c'est un événement qui promet beaucoup de spectacles et nous allons vous faire vivre chaque jour tous ces moments forts. À Marrakech pour El Oula, Abdelrahim Filoul, Asma Tazi et Nisrina Ozdar. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Qaïs Mouassine. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30.